Depuis des années, on nous montre toujours les mêmes images venues des États-Unis. Le Pentagone, des vidéos déclassifiées, des objets filmés par des pilotes de chasse. On a fini par croire que toute la vérité se trouvait là-bas. Mais pendant que tous les regards étaient tournés vers Washington, pendant que le monde entier débattait de ces révélations américaines, quelque chose se jouait ailleurs, dans le plus grand silence, ici, en France. Une enquête discrète, menée non pas par des amateurs, mais par l'élite scientifique et militaire du pays. Des ingénieurs, des généraux, des experts de l'aéronautique et de la défense. Leur mission ? Comprendre des phénomènes qui défient nos lois les plus fondamentales, et dont les conclusions pourraient bien être plus dérangeantes que tout ce que vous avez vu jusqu'ici. Bonjour à tous, bienvenue sur UFO Section 51, je suis DosGeek et on se retrouve sur la chaîne dédiée à l'ufologie et au paranormal sur YouTube. Merci à tous encore une fois d'être au rendez-vous, merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Bienvenue aux nouveaux abonnés sur la chaîne et on va démarrer tout de suite le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On va se focaliser sur le traitement par les autorités françaises de la question des ovnis. En effet, depuis ces dernières années, on est de plus en plus bombardé d'images et de révélations qui viennent souvent des États-Unis, et à cause de tout ça, on a l'impression que tout se passe là-bas. Mais et si je vous disais que pendant tout ce temps, bien loin du bruit médiatique, ici, en France, un groupe ultra qualifié, le gratin de nos scientifiques et de nos militaires, menait sa propre enquête. Une enquête discrète dont les conclusions sont peut-être bien carrément plus explosives. D'un côté, on a les images du Pentagone, celles qu'on a tous vues, tournées en boucle sur les réseaux sociaux, et de l'autre, le rapport Sigma 2. Ce fameux rapport français émis en 2021, dont quasiment personne n'a entendu parler, mais qui est tout aussi fondamental. Alors on va voir ensemble comment le travail de ces experts français ne fait pas que valider ce qu'on voit se produire en ce moment aux États-Unis. On va voir comment il va potentiellement bien plus loin. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Avant de décortiquer les secrets de l'enquête française, il faut absolument qu'on revienne sur le véritable tremblement de terre qui a secoué le monde ces dernières années. Parce que croyez-moi, ça a tout changé. Depuis 2017, c'est simple, tout a basculé. Le sujet OVNI, qui était auparavant considéré comme un truc de rigolo, de conspirationniste, est devenu en l'espace de quelques mois une affaire de sécurité nationale. Les plus grandes puissances du monde, les unes après les autres, ont été obligées de le reconnaître officiellement. Oui, il se passe quelque chose d'inexplicable dans notre ciel. Et donc, pendant que le monde entier avait les yeux rivés sur Washington, en France, dans la plus grande discrétion, un groupe de personnes à la crédibilité juste inattaquable travaillait déjà à fond sur le sujet. Alors attention, cette enquête, Sigma 2, ce n'est pas le travail du club d'ufologie du coin. Elle est menée par une commission technique, la commission Sigma 2, qui fait partie de la 3AF, la société savante de l'aéronautique et de l'espace. Pour faire simple, c'est l'establishment. C'est le cœur du réacteur de l'aérospatiale française. Et dans cette commission, on va retrouver des généraux, des amiraux, des ingénieurs de l'armement, des physiciens. C'est pas compliqué, c'est l'élite de l'élite scientifique et militaire française qui a décidé de prendre le dossier des phénomènes aérospatiaux non identifiés à bras-le-corps. Et cette citation d'Einstein qu'ils ont mise juste au début de leur rapport, elle dit tout de leur état d'esprit. Car il est plus difficile de désagréger un préjugé qu'un atome. Cette citation, c'est une promesse. La promesse d'une approche froide, scientifique, sans a priori, une approche prête à faire exploser tous les tabous pour aller chercher la vérité, quelle qu'elle soit. Mais avant de continuer sur la commission Sigma 2, il faut savoir que cette initiative est le prolongement logique et naturel d'autres tentatives dans le même type quelques années auparavant, avec notamment le rapport Cometa. Alors Cometa, qu'est-ce que c'est ? Le rapport Cometa, c'est un document émanant de Cometa, une association française d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, qui est aujourd'hui en sommeil. Préfacé par l'ancien président du CNES, André Lebeau, le rapport Cometa a été rendu public par ses auteurs, des membres du CNES entre autres, ou encore un ancien directeur du GEPAN, d'anciens généraux de l'armée de l'air, des scientifiques renommés, au moyen d'une publication dans le magazine VSD en 1999, à l'issue d'un travail d'études de 3 années. Puis l'association Cometa l'a également publié sous forme de livre à compte d'éditeur en 2003. Un document de 90 pages compilant des cas français ou étrangers étudiés depuis une 60aine d'années et qui insiste sur tous les aspects impliquant les ovnis
et notre défense nationale. Lorsqu'il a été remis au Premier ministre de l'époque, Lionel Jospin, en 1999, le rapport n'a donné lieu à aucune réaction officielle de la part de l'État. Pourtant, le rapport Cometa a par la suite été mentionné dans plusieurs livres traitant des ovnis. C'est dire si c'est une référence. Il est d'ailleurs téléchargeable sur le site du GEPAN, si ça vous intéresse. Ce qu'il faut retenir de ce rapport, c'est que ses auteurs ont conclu à la réalité physique quasi certaine d'objets volants totalement inconnus et qu'au vu des prouesses mesurées des ovnis, sur la base des enregistrements radar, l'hypothèse extraterrestre leur paraissait la plus probable ou la plus crédible. On pourrait aussi parler d'une autre association, le réseau Suricat par exemple, qui a tenté entre 2013 et 2019 de créer un réseau d'observateurs amateurs du ciel dans toute la France, dans le but de détecter de potentiels ovnis de manière indépendante. Mais le projet a souvent été moqué ou contesté, car associé à des amateurs par la sphère scientifique. Quelque part c'est dommage, car l'idée était plutôt bonne, et je pense qu'il y avait de bonnes intentions derrière. Mais pour vraiment bien comprendre tout le dossier français autour des ovnis, il faut s'attarder sur l'année 2008. À l'époque, on ne parle pas encore de commission Sigma 2, mais d'une simple commission PAN ou PAN, créée au sein de la 3AF. C'est un point hyper important. La 3AF, c'est l'association qui regroupe la crème de l'aéronautique en France. On y trouve notamment des ingénieurs de chez Airbus, Dassault ou de l'armée. Déjà, ça pose le décor. On n'est pas chez des amateurs de science-fiction, on est chez les pros du ciel. Et très vite, en 2009, cette commission change de dimension et devient la première commission Sigma. Son but à l'époque, faire la somme de toutes les compétences techniques pour analyser les cas d'ovnis les plus solides. C'est là que le lien avec le monde militaire devient évident. On y retrouve des anciens de la DGA, la Direction Générale de l'Armement, ou de l'aviation de chasse qui commencent à bosser très discrètement sur des données radar et des témoignages de pilotes que le grand public ne voit jamais. Mais le vrai tournant, c'est en 2013. La structure évolue encore pour devenir Sigma 2. Pourquoi ce changement ? Eh bien parce que les enjeux ont changé. On ne se contente plus de dire « il se passe un truc bizarre », on passe en mode expertise technique pure. Sous la direction de Luc Dini, un expert en système de missiles et de défense, la commission devient une machine de guerre scientifique qui collabore avec des organismes internationaux. Ce qu'il faut retenir du lien entre Sigma et Sigma 2, c'est cette montée en puissance du sérieux Sigma. C'était la reprise en main du dossier par les ingénieurs après le célèbre rapport Cometa. Sigma 2, c'est la version blindée, celle qui s'intéresse à la physique du phénomène. Ils analysent la propulsion, l'optique et les signatures électromagnétiques. En gros, ils cherchent à comprendre comment ça marche. Leur plan de bataille est limpide. Il se déroule en 5 temps. Premièrement, on collecte toutes les données fiables. Deuxièmement, on travaille avec les meilleurs experts. Troisièmement, on plonge dans les cas les plus solides. Quatrièmement, on analyse différents détails physiques. Et cinquièmement, on prépare le futur pour mieux observer. Ici, il n'y a pas de place pour les rumeurs ou les légendes urbaines. La méthode employée par la commission Sigma 2 est d'une rigueur absolue. On va parler de faits, des faits bruts. On va vérifier et revérifier encore, et à partir de là, on élabore des hypothèses, et ensuite on confronte ces hypothèses aux lois de la physique que l'on connaît. C'est simple, soit ça passe, soit ça casse. Résultat, un rapport Sigma 2 émis en 2021 retraçant l'ensemble des travaux d'études du phénomène OVNI ou PAN au niveau international depuis 2016. Une vraie machine de guerre méthodologique, je le redis. Et là, attention, c'est un point crucial. Ils ne bossent pas seuls dans leur coin, le projet Sigma 2 est au centre d'un réseau mondial. En France, ils collaborent bien sûr avec le GEPAN, qui est un peu la vitrine publique de l'étude des ovnis. Mais ils collaborent aussi et surtout avec l'armée. Et ça pose des questions fondamentales. Forcément, quand on voit que les mêmes experts qui conçoivent nos missiles ou nos avions de chasse passent leur temps libre au sein de Sigma 2 à décortiquer des cas d'ovnis, on est obligé de s'interroger. Est-ce que cette commission n'est pas, au fond, le pont officiel entre les observations inexpliquées et les programmes de recherche beaucoup plus secrets de l'armée française? Et le GEPAN dans tout ça, est-il vraiment là pour nous informer, ou est-ce que c'est l'écran de fumée parfait pour cacher des recherches beaucoup plus sérieuses menées en secret? D'autant plus qu'avec les récentes révélations de lanceurs d'alerte aux États-Unis comme David Grush ou Luis Elizondo sur l'existence de programmes secrets autour des ovnis dans le pays de l'oncle Sam, l'idée que la France posséderait elle aussi son propre programme d'accès spécial, ou SAP, a commencé à devenir un sujet récurrent dans les communautés ufologiques francophones. D'ailleurs,
En parlant du volet militaire des OVNI, notre pays n'est pas en reste. Le célèbre journaliste Jean-Claude Bourret a souvent affirmé lui-même que l'armée française possédait des dossiers bien plus fournis que ceux publiés par le GEPAN, notamment des enregistrements radars de poursuite entre des mirages et des OVNI. Et que penser par exemple de l'affaire de Valençol en 1965 ? Bien que très ancienne, celle-ci reste une référence en la matière. La rencontre de Valençol est, dans la terminologie des ufologues, un des cas français de rencontre du troisième type les plus marquants. Pour vous la faire claire, en 1965, un cultivateur provençal de 41 ans, Maurice Mas, décédé plus tard en 2004, affirme avoir observé dans un de ses champs de lavande un engin du type soucoupe volante ayant à son bord 2 humanoïdes. Plusieurs thèses mettant en doute la réalité de la rencontre ont été avancées, en particulier sur la nature de l'engin. Les plus sceptiques ont suggéré un hélicoptère de type Alouette de l'armée de terre, ou encore un hélicoptère de la 6e flotte américaine, qui passait par là par hasard. Certains journaux locaux ont même très vite propagé l'idée d'un canular, rien de surprenant après tout. Pourtant, des analyses de sol ont été faites par des laboratoires militaires à l'époque, et certains témoignages suggèrent que des échantillons de haute technologie auraient été saisis par des services spécialisés. Cependant, l'événement a été officiellement classé par le GEPAN parmi les cas inexpliqués. Suite à toutes ces interventions discrètes de l'armée dans le dossier OVNI, l'idée d'un organisme fantôme ou d'une structure de coordination ultra secrète en France est une hypothèse qui revient souvent chez les chercheurs spécialisés et les anciens militaires. Ce qui laisse supposer que si le GEPAN tend à s'occuper de la partie civile et publique de l'étude des OVNI, plusieurs indices pointent vers une gestion beaucoup plus cloisonnée au sein de l'appareil de défense français. On a donc quelques pistes ou quelques structures qui, selon les théories et certains témoignages, pourrait laisser entendre qu'il existe un noyau dur de la gestion du secret autour des OVNI en France. Tout d'abord, on a la DRM, la Direction du Renseignement Militaire, qui dépend du ministère des Armées. Dans la hiérarchie française, si un objet non identifié viole l'espace aérien et présente des caractéristiques technologiques avancées, cela relève de la sécurité nationale. Son rôle supposé, à la DRM, elle est l'organisme centralisateur du renseignement pour les armées. Selon certains analystes, c'est elle qui récupérerait les données radar brutes et les interceptions de signaux les plus sensibles, avec l'appellation SIGINT pour définir le renseignement d'origine électromagnétique, bien avant que le GEPAN ne soit informé. Ce mode d'organisation et de traitement des données génère inévitablement une forme de cloisonnement qui nuirait à toute intention de transparence. En effet, les informations sont traitées sous le sceau du secret défense, ce qui empêche toute communication, même aux scientifiques du CNES, si le sujet est jugé stratégique. Ensuite, on a le CDE, ou Commandement de l'espace, un organisme à vocation interarmée de l'armée de l'air et de l'espace française. C'est une structure plus récente, créée en 2019. Sa mission est de surveiller tout ce qui se passe en orbite et dans l'espace proche. Étant donné que les OVNI, ou PAN, sont souvent détectés en haute altitude ou effectuent des transitions espace-atmosphère, le CDE est aujourd'hui l'organisme le mieux placé pour centraliser les détections radars les plus modernes, comme celle du radar Graves, un terme pour grand réseau adapté à la veille spatiale. Certains pensent qu'une cellule restreinte au sein du CDE pourrait être l'équivalent français des récents bureaux d'enquête américains, comme l'AARO, le fameux All Domain Anomaly Resolution Office, littéralement le fameux bureau de résolution des anomalies tout domaine aux USA. Ensuite, on a la gendarmerie de l'air. Dans bien des cas, la gendarmerie est souvent le premier maillon de la chaîne. Elle a un protocole strict pour les rapports d'OVNI. Cependant, des témoignages de gendarmes suggèrent que lorsqu'un cas implique une installation nucléaire, comme sur l'île Longue, ou des centrales nucléaires, ou une base aérienne sensible, une procédure parallèle s'active. À partir de là, le dossier est saisi par les services de sécurité de l'armée, et les témoins, militaires ou civils, reçoivent des consignes de silence très strictes. Quatrièmement, on a l'hypothèse d'une cellule interministérielle. On a parlé du fameux rapport Cometa en 1999, qui, bien qu'associatif, était composé de généraux et de hauts fonctionnaires. Leur conclusion suggérait que la gestion du phénomène OVNI devrait être coordonnée au plus haut niveau de l'État, par le Premier ministre ou par le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, le SGDSN. Cette théorie voudrait donc qu'il existe un comité de pilotage informel, non officiel, réunissant des membres du CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, de la DGA, Direction générale de l'armement, et des services de renseignement, la DGSE. Un comité chargé de décider quelles informations peuvent être rendues publiques et lesquelles doivent rester secrètes pour des raisons de rétro-ingénierie potentielle. Et cinquième et dernière hypothèse, celle des observations radar classifiées. Il existe en effet plusieurs cas célèbres d'observations d'OVNI
où les données radar ont disparu ou ont été classifiées. On a notamment l'affaire du Mirage 4 de 1977, lorsqu'un avion de chasse a été suivi par un objet immense au-dessus de la France. Le pilote de l'avion a bien témoigné, mais les enregistrements radar précis n'ont jamais été fournis au public, restant la propriété de l'armée de l'air. On a aussi le cas du vol AF 3532 d'Air France en 1994, quand un vol commercial a observé un disque géant près de Paris. Il a été confirmé que le radar militaire de 5 Mars-la-Pile avait bien enregistré l'objet, mais les données ont été traitées de manière très restrictive et n'ont jamais été rendues publiques. Bon, avec Sigma 2, on a vu la méthode, on a vu les acteurs et les connexions potentielles. Maintenant, passons aux résultats. Qu'est-ce que cette enquête a vraiment mis au jour? Et franchement, c'est là que tout bascule. En compilant des dizaines de cas ultra crédibles basés sur des radars et de nombreux témoignages de pilotes de chasse, un portrait robot émerge. Et ce qu'il décrit est juste hallucinant. Ça confirme même les conclusions américaines. Des accélérations foudroyantes, des virages à angle droit à des vitesses folles, la capacité de passer de l'air à l'eau comme si de rien n'était. Un par un, ces comportements pulvérisent encore une fois tout ce qu'on sait de la physique. Et voilà le problème résumé de façon ultra frappante. On a d'un côté nos technologies, nos avions, nos drones, qui sont tous prisonniers des lois de la physique. Ils restent limités dans leur façon de se déplacer, de se mouvoir, et de l'autre côté, on a des objets qui semblent se jouer complètement de ces lois. Comme si celle-ci ne s'appliquait tout simplement pas. Et les preuves sur lesquelles les experts s'appuient, ce ne sont pas des photos floues prises au hasard. Non, ça vient des capteurs les plus avancés de l'armée américaine, mais aussi des témoignages ultra solides, comme celui de tout un équipage d'un avion d'Air France en 1994, Rappelez-vous, on a parlé de ce cas du vol AF 3532. L'équipage qui a observé pendant de longues minutes ce fameux disque géant en train de faire une démonstration de vol absolument impossible à côté de leur avion. Ou alors on a encore aussi cet incident dingue à Porto Rico, l'incident d'Aguadilla en 2013, où un objet filmé en infrarouge est en train de foncer à une vitesse folle au ras de l'eau avant de plonger dans l'océan sans faire la moindre éclaboussure. Il disparaît, puis il ressort plus loin sans aucun problème. C'est un comportement qui, aujourd'hui encore, défie toute explication logique. Alors, après des années à compiler tout ça, à écarter une à une toutes les explications possibles, la commission arrive à une conclusion qui est à la fois inévitable et complètement vertigineuse. C'est la phrase la plus importante du rapport Sigma 2. L'hypothèse la plus probable est qu'il s'agit d'engins artificiels qui ne correspondent à aucune technologie connue. C'est écrit noir sur blanc par l'élite de la défense et de la science française. Il parle d'engins artificiels totalement inconnus et contrôlés par une sorte d'intelligence. Il faut bien mesurer le poids de ces mots, c'est tout simplement énorme. Et les implications de cette conclusion, elles donnent le vertige, parce que si ces objets existent bel et bien, ils sont la preuve vivante d'une physique qui nous dépasse complètement, une physique capable de manipuler la gravité elle-même. Et là, de vraies questions se posent. Est-ce que nos armées étudient ça en secret? Est-ce que l'armée française a récupéré des débris, des matériaux qui nous auraient mis sur la piste de nouvelles technologies? Imaginons un tel scénario. Quelles seraient les motivations de l'État français à vouloir garder tout ça secret? Si un organisme fantôme ayant de telles missions existait vraiment au sein de nos propres institutions, sa motivation ne serait peut-être pas forcément de cacher des extraterrestres récupérés, car nous n'en sommes peut-être pas encore à ce stade, mais plutôt de réfléchir en priorité à comment développer une forme de supériorité technologique. Par exemple, si une technologie de propulsion inconnue était détectée dans le cadre d'opérations secrètes de récupération, la France voudrait certainement, et comme n'importe quel autre pays, l'étudier seule avant ses alliés, ou ses ennemis potentiels. Il y a aussi la notion de vulnérabilité à prendre en compte. Admettre publiquement que des objets peuvent survoler librement nos sites nucléaires sans que nous puissions les intercepter est un tragique aveu de faiblesse que l'état-major français refuse certainement de faire. C'est beaucoup plus simple, dans ces conditions, d'accuser d'éventuels drones russes ou chinois ou nord-coréens dans un contexte de guerre en Ukraine où l'ennemi est déjà tout désigné. Vous me faites rire. Merci. C'est bon de rire après une dure journée de travail. Je vais rentrer chez moi de bonne humeur. Pour en revenir à ce potentiel organisme fantôme, il n'a peut-être même pas de nom officiel, car c'est souvent plus difficile de trouver ce qu'on ne peut pas nommer. Mais la DGA, la Direction Générale de l'Armement, et la DRM, la Direction du Renseignement Militaire, pour la centralisation des données, pourraient être les candidats les plus probables pour abriter une cellule de ce type, opérant totalement hors du radar du GEPAN. Et d'ailleurs, de quelle part du budget de la défense bénéficierait un tel organisme? Et vous allez me dire, et le GEPAN dans tout ça?
l'État français montre publiquement, à travers le GEPAN, qu'il s'intéresse aux ovnis et qu'il n'entretient pas le secret. Oui, mais la France est certes le seul pays au monde où l'agence spatiale, le CNES, héberge un bureau officiel sur les ovnis, le GEPAN. Ça peut constituer une excellente fausse piste. En prétendant afficher une transparence totale, l'État évite ainsi que le public et les journalistes ne cherchent plus loin, là où les données sont réellement classifiées. Si on devait désigner un potentiel suspect pour la rétro-ingénierie en France, ce serait vraisemblablement la DGA, et ses sous-traitants, Dassault ou encore Thales. C'est elle qui gère les budgets de recherche les plus secrets. Elle dispose notamment de centres d'essais ultra secrets, comme celui de Bruz pour l'électronique ou de Biscarrosse pour les missiles. D'ailleurs, je suis pas très loin géographiquement de Biscarrosse. Pendant que le GEPAN analyse des photos de témoins civils, la DGA analyse peut-être des signatures électromagnétiques d'objets capables de passer de 0 à 20 000 km/h en une seconde. On a aussi le système radar Graves, grand réseau adapté à la veille spatiale, localisé sur le plateau d'Albion, qui est l'un des seuls radars au monde capable de détecter des objets d'une taille supérieure à 10 cm en orbite basse. Ce système radar est entouré de mystères, car il est sous contrôle militaire total. Les données qui sortent de Graves ne vont jamais au GEPAN sans être passées par un filtre strict. C'est là que se cachent peut-être les preuves de manœuvres non humaines dans l'espace proche français. Et enfin, on pourrait citer les nombreux témoignages de militaires français pendant des décennies, ou encore les sites militaires sensibles susceptibles d'être impliqués dans des projets secrets. Par exemple, la base aérienne 125 d'Istres. C'est un petit peu la zone 51 française. C'est là que sont testés les prototypes d'aéronefs secrets, comme par exemple le drone de combat furtif Neurone. Des témoignages font état d'observations étranges au-dessus de cette base, systématiquement suivies d'une chape de plomb médiatique. Alors, la France, pays de la transparence, ou du secret le mieux gardé? Il y a quelque chose d'étrange dans le silence. Pas le silence de l'ignorance, mais celui du savoir retenu. Quand des ingénieurs, des généraux, des scientifiques, au sommet de leur discipline, prennent le temps d'enquêter pendant des années, ce n'est jamais par curiosité. C'est parce qu'ils sont convaincus qu'il se passe quelque chose. Et ce qui est troublant, ce n'est pas seulement ce qu'ils étudient, c'est ce que nos gouvernements choisissent de ne pas dire. Car à chaque fois que l'humanité s'est approchée d'une vérité qui bouleverse ses certitudes, la réaction n'a jamais été la transparence, mais le contrôle. Contrôler l'information, contrôler le récit, contrôler la peur. Si ces phénomènes défient nos lois physiques, est-ce vraiment parce qu'ils viennent d'ailleurs? Ou parce qu'ils nous obligent à admettre que notre compréhension du réel est incomplète? Peut-être que le véritable choc n'est pas l'existence d'une intelligence inconnue, mais la découverte que nous ne sommes pas seuls à observer. Et si la France, dans l'ombre, cherchait depuis longtemps des réponses que d'autres préfèrent encore repousser? Alors, ce dossier n'est pas une affaire de science-fiction. Ça devient l'affaire de tous les citoyens français. Et je dirais même plus, cela devient un devoir de citoyen de désormais s'éveiller à la réalité des ovnis. C'est une affaire de conscience. Parce qu'au fond, la vraie question n'est peut-être pas « qu'est-ce qui est là-haut ?», mais « sommes-nous prêts à entendre la réponse ?» Au final, ce rapport Sigma 2, il ne donne pas toutes les réponses. Loin de là. Mais il ouvre la boîte de Pandore. Il a le mérite d'éveiller les consciences à beaucoup de personnes dans notre pays sur la réalité des ovnis et il nous force à nous poser les bonnes questions. Que c'est vraiment l'État français? Est-ce qu'il possède, comme les États-Unis, des dossiers secrets bien plus fous que ce qu'on imagine? Est-ce qu'il possède une cellule fantôme dotée d'une caisse noire pour développer en secret de la rétro-ingénierie? Et est-ce qu'on aura un jour accès à la vérité? Ou est-ce que le système est complètement verrouillé pour garder la vérité bien cachée, pour toujours? Ces questions, ce n'est plus de la science-fiction. Grâce aux récents événements aux États-Unis autour du sujet des ovnis, le silence des étoiles est peut-être en train de se briser. Ou alors peut-être que certains sur notre planète ont toujours su qu'il n'a jamais été vraiment silencieux. Et peut-être que nous devons nous attendre à ce que ça bouge bientôt aussi sur ces questions dans notre propre pays. Le pays de Descartes, je vous le rappelle. Si cette plongée dans les secrets ufologiques français vous a interpellé, partagez cette vidéo, lancez le débat dans les commentaires, laissez un petit like
Et bien sûr, abonnez-vous pour qu'on continue ensemble à explorer les frontières du connu ou de l'inconnu. D'ici là, gardez les yeux grands ouverts, fixés vers le ciel. C'était DosGeek sur UFO section 51. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur la chaîne UFO section 51. Longue vie et prospérité. Taking flight, unknown shadows found, moving without sound.